Je vous propose de faire l'analyse linéaire d'un extrait du chapitre 3 du conte philosophique Candide de Voltaire, où le personnage est confronté à la guerre. Allez, c'est parti. Commençons par présenter l'œuvre. Voltaire est un philosophe des Lumières. Il a écrit de nombreux contes philosophiques, comme Candide, en 1759. Dans ses contes philosophiques, Voltaire souhaite éduquer le lecteur et dénoncer, dans Candide il dénonce l'optimisme, par un récit simple qui relève du merveilleux. Les philosophes des Lumières ont pour but de transmettre des savoirs car ils souhaitent élaborer une société plus éclairée, plus tolérante et surtout plus juste. Notre extrait se situe au chapitre 3. Candide, qui est un jeune homme naïf, a été chassé au chapitre 1 du château de monsieur le baron de Thunder Ten Tronckh pour avoir voulu embrasser sa cousine. Il va donc partir à la découverte du monde et va confronter la philosophie de son précepteur Pangloss au mal qui règne dans ce monde. Cette philosophie peut se résumer par la phrase « Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Ici, notre personnage va assister à des scènes de guerre sanglantes entre les Abares et les Bulgares. Nous allons donc voir comment dans ce texte, aux accents ironiques, Voltaire réussit à dénoncer les atrocités de la guerre. Ce texte peut se découper en 3 mouvements. Le premier de la ligne 1 à 8, où Candide nous décrit cette guerre comme un spectacle grandiose. Puis, de la ligne 9 à 16, il découvre effectivement les atrocités de la guerre, ce qui va lui permettre de prendre un certain recul. Puis, troisième mouvement de la ligne 17 à 20, notre héros s'enfuit. Dans ce premier mouvement, donc, nous allons découvrir la guerre à travers les yeux de Candide, et il va nous la décrire comme un spectacle merveilleux et grandiose. Tout d'abord, nous observons que le narrateur porte un regard amusé et ironique sur la naïveté de Candide, qui se comporte comme un spectateur émerveillé par le spectacle de la guerre. En effet, dès la première phrase, rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées, nous observons la présence d'une énumération d'adjectifs mélioratifs, beau, leste, brillant, etc., qui donne une vision donc méliorative de cette guerre et qui est renforcée par la tournure emphatique rien n'était que, mais également par la présence des adverbes intensifs si, dont la répétition crée un effet anaphorique. Cette vision méliorative pourrait se poursuivre dans la seconde phrase, les trompettes, les fifres, etc., où il y a une énumération des instruments de musique, sauf que celle-ci conduit à une forme de cacophonie. En effet, le son des trompettes côtoie celui des canons. Cette dimension cacophonique et disharmonieuse montre que le narrateur remet en question la vision naïve de Candide. D'ailleurs, la comparaison, telle qu'il n'y en eut jamais à en faire, permet d'annoncer l'antiphrase ironique entre harmonie et enfer. On voit donc bien que le narrateur se moque de cette vision naïve de son personnage. Le narrateur va ensuite dresser une description de la guerre, mais en insistant sur les horreurs. Dans cette phrase, les canons renversèrent d'abord à peu près 6000 hommes de chaque côté. Nous pouvons constater la présence des chiffres 6000 hommes, 9 à 10 000, quelques milliers d'hommes ou encore une trentaine de mille, qui créent une gradation sur ces chiffres permettant de dénoncer le nombre de morts effectivement perpétrés par la guerre. Cette dénonciation de la guerre va se mettre en place grâce aux personnifications. Les canons renversèrent, la mousqueterie ôta ou la baïonnette fut aussi la raison suffisante. En effet, les armes deviennent les sujets des verbes d'action, ce sont les armes qui agissent et les hommes qui subissent. Ces hommes sont d'ailleurs réduits à des coquins qui en infectaient la surface. Le terme coquin et l'image qui est ainsi créée donnent l'impression que les hommes sont de simples parasites qu'il s'agit d'éradiquer de la surface du globe. Enfin, on peut dire que notre narrateur se moque de la lâcheté de notre personnage. On le voit à travers la comparaison comique qui tremblait comme un philosophe. Cette comparaison est une référence à la philosophie de Pangloss, dont il a déjà été question à travers les expressions du meilleur des mondes à la ligne 4, qui évoque la philosophie de Pangloss tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible, ou encore le terme de raison suffisante à la ligne 5. Cette comparaison donc permet de se moquer de l'attitude du mauvais philosophe qu'est Pangloss, mais de tous les mauvais philosophes que dénonce Voltaire, comme Leibniz par exemple. Voltaire en profite également pour dénoncer le faux héroïsme qu'il y a dans la guerre avec l'oxymore ironique boucherie héroïque. En effet, pour Voltaire, il n'y a aucune forme d'héroïsme à tuer son prochain. Pour conclure donc sur cette partie, la scène est perçue du point de vue de Candide. Celui-ci admire la guerre, mais seulement de loin. Le lecteur perçoit tout de suite l'ironie du narrateur et la dénonciation de la guerre qui est faite. Passons donc au deuxième mouvement où le narrateur va insister sur les atrocités de cette guerre.
En premier lieu, on va observer que le narrateur va dénoncer le pouvoir royal. Dans la phrase Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, il dénonce en effet l'aveuglement des rois lâches à l'arrière-garde à faire chanter des chants de remerciement pour une victoire hypothétique, alors que pour l'instant, les deux camps se battent. Il y a donc une dimension ironique à ces chants religieux. Nous observons que le narrateur dénonce encore de façon ironique la fuite de son personnage. Avec cet euphémisme, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Cette lâcheté est également liée à la dimension philosophique. La dénonciation du pouvoir royal est également perceptible dans cette phrase « C'était un village avare que les Bulgares avaient brûlé selon les lois du droit public ». Il y a une forme d'ironie à effectivement employer le terme de loi. Les deux camps se battent et s'entretuent selon des règles bien précises. La guerre va être ensuite dénoncée à travers la description d'un réalisme sanglant. En effet, il va y avoir une mise en valeur pathétique de l'ensemble des victimes collatérales de cette guerre, victimes qui ne sont pas des soldats, mais qui sont les citoyens de chacun des deux pays, par la présence des groupes nominaux au pluriel. Le premier est généralisant, des tas de morts et de mourants à la ligne 10-11, puis ensuite, ces groupes nominaux vont se préciser, puisqu'ils vont désigner des personnes en particulier, mais toujours au pluriel. Des vieillards, des femmes, des enfants ou encore des filles. Cette violence est perceptible à travers le champ lexical de la violence, donc, que l'on retrouve tout au long de cette description, par exemple avec criblée de coups, égorgée, sanglante, éventrée, brûlée ou encore répandue. L'atrocité est particulièrement dénoncée à travers le champ lexical du corps, puisque nous pouvons voir apparaître les mamelles sanglantes, mais aussi les cervelles répandues, et enfin les bras et les jambes coupés. Ce n'est pas simplement la mort qui est mise en valeur ici, mais toute forme de violence, et notamment celle exercée par les soldats à travers l'euphémisme, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, puisqu'ici les soldats sont appelés héros, alors qu'il s'agit de dénoncer les viols perpétrés en temps de guerre. Pour conclure sur cette deuxième partie, nous pouvons voir qu'ici, on glisse vers un point de vue plus humain et compatissant. Candide perd d'une certaine manière de sa naïveté face à l'horreur des massacres. On observe aussi un renversement des valeurs qui est très important pour Voltaire. Il n'y a pas véritablement de héros, et surtout, les héros ne se battent absolument pas pour l'honneur. Après avoir observé avec naïveté le spectacle de la guerre, puis avoir été confronté au massacre, Candide s'enfuit. C'est ce que nous allons voir dans notre troisième mouvement. Le personnage de Candide est en réalité l'inverse d'un héros épique, puisqu'il est un héros qui fuit le champ de bataille. On observe, avec la présence de s'enfuit ou de marchand, la présence de verbes de mouvement qui permet d'indiquer que Candide se contente de traverser ce champ de bataille sans s'y arrêter. Candide va faire un constat terrible, cette guerre est totalement néfaste, mais surtout absurde. En s'enfuyant, Candide va traverser un autre village. Et il va se rendre compte qu'il appartenait à des Bulgares et des héros avares l'avaient traité de même. Dans cette phrase, on observe qu'entre Bulgares et avares, il y a une proximité phonétique qui est renforcée par l'adverbe même. En réalité, les deux villages, celui qu'il avait traversé précédemment et ce nouveau, sont totalement interchangeables. Et les atrocités se répètent d'un village à l'autre. La violence de la guerre est d'ailleurs toujours perceptible lors de ce cheminement grâce à la présence des membres palpitants qui rappellent le champ lexical de la violence ou le champ lexical du corps que nous avions vu dans le mouvement 2, ou encore le terme de ruine qui montre que la même violence et la même destruction règnent d'un village à l'autre. Il n'y a donc ni bon, ni méchant, ni vaincu, ni vainqueur, les deux camps sont exactement équivalents, et la guerre est simplement un acte de barbarie qui fait de nombreuses victimes. D'ailleurs, l'expression théâtre de la guerre fait de celle-ci un véritable spectacle où les villages sont des décors, les soldats et les victimes de simples marionnettes, et où on voit les puissants en metteurs en scène qui jouent à détruire et à tuer. Notre extrait va alors se conclure sur des considérations beaucoup plus triviales, avec Petite Provision dans son bissac ou encore Mademoiselle Cunégonde. Candide revient aux deux fondamentaux de sa vie, manger et son amour pour Mademoiselle Cunégonde. Pour conclure ce troisième mouvement, nous pouvons dire que Candide est capable de prendre une forme de recul au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, il s'enfuit, au sens figuré, il fait le constat que la guerre est absurde. Cette condamnation est donc, de la part de Voltaire, définitive. Pour conclure notre analyse, nous pouvons dire que l'ironie permet ici de dénoncer la guerre. Voltaire va utiliser un personnage naïf qui apprend tout en confrontant sa vision idéaliste aux atrocités et à la réalité surtout du monde. Le rire est ainsi utilisé pour que le lecteur
soient complices du regard amusé que porte le narrateur sur le monde et la guerre, et surtout pour que ses lecteurs comprennent qu'il n'existe pas de boucherie héroïque possible. Nous pouvons dire en ouverture que l'ironie est l'arme favorite de Voltaire et qu'elle est très souvent utilisée pour que le lecteur adhère aux idées de l'auteur. Par exemple, dans un texte qui s'intitule De l'horrible danger de la lecture, Voltaire fait mine de dénoncer l'horrible invention que constitue l'imprimerie, mais en réalité, il utilise l'ironie pour convaincre du poids de l'obscurantisme et insister sur la nécessité de favoriser l'accès au livre qui est la seule garantie pour la liberté. Nous pourrions également proposer en ouverture Gargantua, où il y a effectivement une dénonciation de la guerre, mais celle-ci passe surtout par des exagérations qui permettent de mettre en valeur la folie de Picrocole, prêt à se lancer à la conquête du monde pour un simple vol de foisse. Si vous avez tout compris, vous pouvez maintenant aller voir d'autres vidéos d'analyse linéaire. Allez, à bientôt!